Tu vois, je me baladais sur Twitter. D'ailleurs, ouais, si tu me suis pas sur Twitter, qu'est-ce que t'attends, mon ami? Je poste des trucs cool. Donc, vas-y, va dessus, ou Instagram, tu verras quelque part. Bon, allez. Bref, je disais, je me baladais sur Twitter et je suis tombé sur un tweet d'un personnage politique français que je ne connais pas, et dont on a rien à foutre de toute façon, et qui disait en tout cas qu'il n'y a pas eu de crime contre l'humanité en Algérie. Alors, premier constat, il est encore assez drôle de voir que visiblement, le négationnisme lorsqu'il est colporté contre des populations provenant d'Afrique, ou de pays du Sud, et plus précisément d'Afrique, eh bien, n'occasionne aucune sévice. C'est assez drôle de voir ça, c'est pas étonnant. Et je dis pas ça pour quémander une quelconque justice, hein. Absolument rien à foutre. Je dis ça juste parce qu'en fait, il faut que nous, Africains spécifiquement, nous avons à nous rendre compte que tant que nous ne nous prenons pas en main nous-mêmes et que nous n'essayons pas ou nous ne faisons pas en sorte de modeler justement les rapports de force favorablement pour nous, eh bien, ce genre de propos négationnistes, certes, ce genre de non-respect à notre égard constant, eh bien, continuera. Mais le jour où nous arriverons à modeler justement des rapports de force qui nous seront favorables, cela, vous verrez, changera drastiquement. Enfin, soit, pour répondre à cette histoire il n'y a pas eu de crime contre l'humanité en Algérie, eh bien, je vais vous faire passer un ensemble de vidéos, histoire que vous fassiez une idée et que vous vous rendez compte d'à quel point ceci est vrai. La guerre d'Algérie en 3 minutes. Résumé du conflit qui se déroula de 1954 à 1962 et qui opposa le gouvernement français à l'armée de libération nationale, ALN, dirigée par le Front de libération nationale, FLN. Rappelons qu'en 1954, l'Algérie est une colonie française. 90% de la population est arabo-berbère et musulmane. Les 10% restants sont des colons européens qui se sont installés depuis 1830 sur ces terres. Les inégalités socio-économiques entre les colons venus de France et les Algériens sont flagrantes. De plus, il y a un problème politique car les colons, qui ne représentent que 10% de la population, ont autant de représentants que les arabo-berbères, ce qui crée une série de tensions. C'est ainsi que dans la nuit du 30 octobre au 1er novembre 1954, les nationalistes du FLN revendiquent 70 attentats meurtriers. On appelle cet événement la Toussaint rouge. Si dans un premier temps le gouvernement de la 4e République veut conserver l'Algérie française, le conflit prend une autre dimension en 1955 lorsque des massacres entre colons et membres du FLN se multiplient. En réponse à cela, la France envoie ses armées en Algérie, d'autant plus que la fin du conflit en Indochine s'est soldée par un échec en 1956. La population française est choquée par cette procédure puisque de jeunes Français vont faire leur service militaire en Algérie et participent directement au conflit. La population arabo-berbère est elle aussi divisée puisque certains sont favorables à la présence française tandis que d'autres rejoignent les rangs du FLN. La division est totale. Cette guerre d'Algérie est également choquante car des cas de torture de la part du FLN comme de la part de l'armée française ont été relevés, même si cela reste une question taboue. On peut considérer que la guerre d'Algérie est concernée par des crimes contre l'humanité. De 1954 à 1958, les gouvernements successifs n'arrivent pas à trouver une solution à ce conflit qui s'enlise. Finalement, en 1958, on rappelle le général de Gaulle qui s'était exilé du pouvoir politique depuis 1947. Celui-ci accepte de venir au pouvoir et de régler le problème algérien à condition d'enterrer la 4e République et de créer une nouvelle constitution, la 5e République. Dans un premier temps, de Gaulle souhaite conserver l'Algérie française et propose même un référendum à la population pour savoir si le rattachement à la France doit être maintenu. Mais peu à peu, et malgré un discours à Alger en 1958 où le général clame « Je vous ai compris », de Gaulle change sa position. Certains colons et généraux se sentent trahis par de Gaulle et fondent l'OAS, l'organisation de l'armée secrète. En 1961, il tente un coup d'État qui échoue. Ce n'est que le 18 mars 1962 que les accords d'Évian sont signés, faisant de l'Algérie un pays indépendant. Cependant, la violence continue puisque de nombreux pieds noirs, c'est-à-dire des Algériens d'origine européenne, sont chassés de l'Algérie et arrivent en France où rien n'est prévu pour les accueillir. Finalement, le conflit se termine après 8 années de guerre et des centaines de milliers de morts. La guerre d'Algérie est encore considérée comme l'une des pages les plus noires de l'histoire de France. La police nous a battus, nous a piétinés.
J'ai vu mes frères mourir à la Seine. J'ai vu mes sœurs devant mes yeux prendre des coups de crosse. Un des hauts responsables de la préfecture de police en disant pourquoi les morts augmentent. Ils me répondent, c'est malheureusement les conséquences de la manifestation du 17 octobre 61 et nous repêchons malheureusement des cadavres dans la Seine et dans le canal Saint-Martin. C'est effectivement, il y a eu cette nuit-là un problème. Les événements, comme on disait à l'époque, n'ont pas au départ fait débat, sont revenus dans les consciences humaines et aujourd'hui il est très important, 50 ans après, de revenir sur ce qui s'est passé, sans pour autant avoir à exercer une repentance, ce n'est pas de cela dont il s'agit, mais tout simplement rappeler ce qui s'est produit ici, c'est-à-dire plusieurs dizaines de morts dans des conditions tragiques. À l'État français, on demande qu'ils les reconnaissent, qu'ils reconnaissent tous ces gens qui ont été tués injustement, qu'ils ont été torturés et tués gratuitement. Donc les Algériens n'ont subi aucun crime contre l'humanité, hein, apparemment. Ok, bah voyons. Parce que c'est pas comme si, en fait, carrément des soldats français avaient reconnu avoir torturé, avoir procédé par diverses tortures sur les Algériens à cette époque-là. Dans cette guerre spéciale, où la contre-guérilla utilise les méthodes de la guérilla, le renseignement reste primordial. Désormais, la recherche de l'information est organisée, méthodique. Un organisme unique, le DOP, dispositif opérationnel de protection, est chargé des interrogatoires. Le travail est confié à des spécialistes, militaires ou policiers, véritables professionnels de la torture. Chaque secteur a son DOP, lieu fermé, lieu secret, vraie usine à torturer. On les donne à l'officier de renseignement, qui lui essaye de les faire parler. S'il ne parle pas, je parle de mon secteur, il partait au DOP à Tizi Ouzou, où la torture, là, c'était fini, le gars, on le revoyait plus. Bien. Donc, chaque type de torture... Le DOP, c'était le stade suprême. Le détachement opérationnel de protection, oui, alors, c'est pas ça du tout, hein, c'était le centre de torture, tout simplement, hein. Il y avait les fameuses villas pendant la bataille d'Alger, en Grande Kabylie, c'était le DOP à Tizi Ouzou, et puis c'est tout. Hein. Au début, il y avait qu'une quinzaine de DOP, et puis après, on en a mis un peu dans tout le principe recherché, c'était d'avoir des DOP dans tous les secteurs. Hein. Un secteur, c'était un arrondissement, en gros. L'idée, c'était que quand il y avait un prisonnier, il était interrogé par les DOP, c'est ça. Il était interrogé par les DOP. Donc c'était une forme de centralisation de l'interrogatoire. Oui, les DOP, c'était des organismes civilo-militaires. Hein. Il y avait des militaires, mais il y avait des gendarmes et il y avait des policiers. Hein. Des personnes qui se pressent devant la salle d'audience voudraient un autre procès. Celui des exécutions sommaires et des tortures pendant la guerre d'Algérie. Mais les crimes de Sarès sont amnistiés depuis longtemps. La justice lui reproche seulement de s'en être vanté dans un livre. L'ex-commandant O ne risque guère qu'une amende, et il le sait. Je crois qu'on a quand même un naturel provocateur tous les deux. Oui. Je crains. Les gens de merde. Les gens de merde. Faut dire que si. Le général Ossarès est le premier officier à donner des détails sur la torture employée pendant la bataille d'Alger en 1957. Mais si dans son livre il relate sans regret le sort réservé aux hommes du FLN, il ne fournit aucune précision sur les traitements réservés aux femmes. Les femmes arrêtées pendant la guerre d'Algérie étaient traitées de la même façon que les hommes, madame. Est-ce que ça veut dire qu'elles étaient torturées de la même manière que certains hommes ont pu être torturés? Certainement, madame. Les femmes étaient-elles violées au cours de ces interrogatoires? Jamais, madame, jamais.
Le viol, un mot qui dérange. Peut-être le dernier tabou de la guerre d'Algérie. Louisette Irilaris porte dans son corps les séquelles de la bataille d'Alger. Entre deux vertèbres, elle a gardé une balle qui l'a fait encore souffrir et boiter. Blessée au cours d'une fusillade en septembre 57, elle n'a que 21 ans lorsqu'on l'a conduit au siège de la 10e division parachutiste à Alger. C'est là où on m'a transféré de l'hôpital quand j'étais grièvement blessée. On m'a plâtré et c'est là où résidait le siège du général Massu. Et là où Graziani, j'ai eu à subir ces actes. Louisette n'aime pas revenir sur ces lieux, car c'est ici que pendant près de 3 mois, elle est interrogée. Le capitaine Graziani, un homme qu'Ossarès a bien connu, veut qu'elle donne les noms des membres de son réseau. Louisette est agent de liaison pour le FLN, son nom de guerre est Lila. Toute sa famille est engagée dans la lutte pour l'indépendance. Sa mère, ses sœurs ont aussi été torturées. Plus que les coups, Louisette craint son père qui lui a dit « Je préfère te savoir morte que parlant sous la torture ». Alors, face à son tortionnaire, Lila se tait. Ça a commencé par des gifles, des coups de poing, et puis des grossièretés avec tous les noms d'oiseaux. Beaucoup. Bon, ça a commencé comme ça. Et puis après, monsieur a débordé. Il commettait l'innommable. Vous n'arrivez pas à mettre des mots là-dessus? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Une femme, vous savez, c'est très... Une femme, le viol, c'est tout. D'une façon très violente. C'est tout. C'est beaucoup. Et c'est pour cela que je ne lui pardonnerai pas. C'est pour ça que je ne me pardonnerai pas à quelqu'un qui puisse humilier à ce point. C'est de l'humiliation, hein, c'est pire ça. Vous savez, à la limite, j'aurais préféré des tortures, enfin, j'aurais préféré la gigette, j'aurais préféré les bidoirs, j'aurais préféré, je ne sais pas, les coups, les insultes, les injures, les crachats, et puis les mots grossiers, là, ça, enfin, je m'attendais à tout cela, mais pas au viol. Dans cette guerre révolutionnaire, les militaires n'hésitent pas à recourir aux moyens expéditifs. Arrestation, exécution sommaire, on institue la corvée de bois. Il s'agit ni plus ni moins d'un assassinat. Pour se débarrasser d'un prisonnier, on l'envoie dans la forêt à la recherche de bois. Cet homme ne revient jamais. Ce qui n'empêchera pas le général Massu de dire « Ces méthodes sont admises en nos âmes et consciences, comme nécessaires et moralement valables. » À des élections capitales. Ces élections capitales, je les faisais publiques précisément pour obtenir le maximum de rentabilité de la mort d'un homme, contrairement à beaucoup de mes camarades qui, si vous voulez, pour obtenir la même efficacité, un homme exécuté publiquement chez les Arabes a autant d'efficacité que 10 hommes exécutés dans la clandestinité ou derrière les murs d'une prison. Et je pratiquais la même chose, c'est-à-dire que non content de les exécuter publiquement, eh bien, je laissais leurs cadavres. Dans le secteur de l'Arba, il fait régner la terreur par la justice expéditive qui établit la paix des cimetières. En plus, il imite les paras et pratique la torture.
J'ai pratiqué la torture et je suis peut-être le seul officier qui l'ait reconnu, qui l'ait expliqué. Bien entendu, ça m'a valu les injures, les insultes de tout genre, de sortes de deux catégories de gens en moyenne. Des communistes d'une part et des intellectuels en chambre, des intellectuels en chaise longue, comme les appelle M. Georges Suffet, et dont la caractéristique essentielle est de parler de choses qu'ils ne connaissent pas. Bon, et de se donner bonne conscience facilement. Alors, j'ai pratiqué la torture, mais comme dans tout raisonnement humain, il faut d'abord définir le terme. Hein. Reprenez le Littré, reprenez les dictionnaires, la torture, c'est faire souffrir quelqu'un volontairement. Bon, c'est une souffrance volontaire que vous infligez à quelqu'un, délibérément, alors qu'à la guerre, c'est aveugle et anonyme, vous tuez des gens, mais vous ne connaissez pas leur identité. Et la gifle, les coups de poing donnés dans le visage par un policier qui questionne un gars, des tortures morales plus ou moins voilées ou hypocrites que vous infligez à un prisonnier, c'est aussi de la torture. Par conséquent, comme moi je suis profondément chrétien, et je suis peut-être assez fou pour penser que je suis resté chrétien tout en pratiquant certains genres de torture, j'avais donné comme ordre formel à mes hommes, et je le dis dans mon livre, et c'est vrai, qu'il y avait une règle à observer formellement, c'est que le genre de souffrance qui s'infligeait aux prisonniers pour avoir des renseignements, eh bien, ne devait en aucun cas porter atteinte à l'intégrité physique et morale des individus. Oui, mais alors si je vous comprends bien, pour vous, il y a un code moral de la torture. Non, il n'y a pas un code moral. Il y a une application technique et précise. Mais bon, dis-moi, et toi alors, si ça procédé de torture, de viol, etc., est arrivé à des gens proches de toi, phénotypiquement, proches de toi en termes de population, proches de toi comme, imaginons, ta famille, est-ce que tu accepterais enfin d'appeler ça un crime contre l'humanité, ou vu que c'est des autres, eh bien c'est pas grave? La pacification, ça consistait pour l'armée à raser les fermes isolées des fellahs dans le bled, pour les obliger à reconstruire de leurs propres mains leur mechta autour des postes militaires français, le tout cerclé avec des barbelés, pour faire ce que la France appelait des villages nouveaux ou villages de regroupement, et qui n'étaient rien d'autre que des camps de concentration de populations civiles. Pour les besoins du renseignement, ou suite à des opérations menées à des captures de rebelles, on déclenchait donc tous les moyens pervers de torture pour l'interrogation. Et la nuit, on entendait les hurlements de ces gens. Et donc récupérer le matin les enfants alors qu'ils avaient entendu dans le camp les hurlements de leur peut-être père ou ami, c'était quand même pas très évident. Et vous alors, vous en pensez quoi?